La Belgique se relance. Nous sommes dans le Hainaut cette semaine avec des acteurs de l'économie, de la biotech et de la santé ce matin plus particulièrement. Alors, on a parlé des conséquences de cette pandémie. Comment, dans cette Belgique qui se relance, comment maintenant vous profitez de tout ça finalement pour aller de l'avant, Timothée, et pour envisager l'avenir sereinement? Alors, comme tu le mentionnais tout à l'heure, on est une société qui n'était pas très connue. Oui. On devient connu et le secteur de la filtration aussi. Aujourd'hui, le gouvernement insiste énormément sur la ventilation des bâtiments, sur le fait de renouveler l'air dans des pièces comme celle-ci. Oui, alors ça va donner quoi justement? Parce qu'on a parlé de ça, de l'obligation de... Tout à fait. Oui. Donc ça vient avec, soit on renouvelle, on injecte de l'air extérieur dans un bâtiment, ça c'est très bien, ou l'hiver approchant, il va falloir remettre en place les équipements qui recyclent l'air d'un bâtiment, qui récupèrent l'air chaud pour le réinjecter en petite proportion avec de l'air frais, mais pour devoir moins apporter d'énergie pour chauffer le bâtiment. Oui. Et ça, c'est compliqué. S'il y a du virus dans l'air, on va le passer dans l'installation et il va revenir. Là, les masques, nous ayant apporté cette technologie de virucide qui détruit le virus, on a transposé cette technologie dans notre métier historique de la filtration. Donc maintenant, on aide le gouvernement et on aide tous les entrepreneurs à trouver des solutions les plus adaptées possibles pour pouvoir travailler en sécurité à l'intérieur, soit avec des installations stand-alone que l'on peut proposer, là où il n'y avait pas d'installation préexistante, ou avec ce nouveau filtre virucide que l'on vient de lancer il y a 2 semaines, qui permet d'utiliser les installations existantes en ajoutant cette sécurité supplémentaire, cette tranche d'Emmental dans le modèle de l'Emmental suisse, où on ajoute des protections les unes derrière les autres, mais il y a toujours des failles dans le système de protection. Mais une tranche de plus, c'est autant de protection en plus. C'est-à-dire qu'on va rajouter un filtre? On va remplacer le filtre actuel qui, lui, n'a pas cette fonction virucide qui pourrait éventuellement le laisser passer et il pourrait revenir dans le bâtiment. Avec ça, le virus arrive dans le filtre, il est de toute façon, il est attrapé par les fibres qui sont très très fines et en un délai très très court, ce virus, comme sur les masques, est désactivé. C'est ça. Donc ça, c'est pour la filtration d'air. Parce que vous vous dites bien que les masques, on continue à en produire. Les masques, on en parlait il y a quelques instants, c'est un marché qui devient très très compliqué. On pousse notre masque virucide, évidemment. On continue à répondre aux appels d'offres, à travailler pour injecter nos spécifications virucides dans les appels d'offres. On développe aussi la gamme avec de nouveaux produits. On est en train de développer un masque en support, où le support du masque est en silicone médical, qui permet d'avoir l'étanchéité autour du nez et de la bouche, ce qui veut dire qu'on est protégé aussi. Le masque chirurgical protège l'autre de nos virus. Celui-là filtre ce qui sort et ce qui rentre. Il est aussi virucide. Est-ce que ça veut dire que Deltrian a changé de visage pour toujours? Ça y est, vous avez pris un autre virage, vous n'allez pas revenir en arrière. Clairement, on a toute une branche d'activité complémentaire qui n'existait pas il y a 1 an et demi chez Deltrian et dans laquelle on investit pour diversifier la gamme de masques, que ce soit les masques chirurgicaux ou les supports de masques, comme on les appelle. Et on a d'autres projets d'étendre cette gamme-là pour fournir toujours plus d'options aux hôpitaux. Les gels hydroalcooliques, par exemple, font partie de notre gamme aujourd'hui. Vous êtes industrialisé, vous le disiez tout à l'heure. Plus d'équipes quand même, ou pas? On fait plus avec la même équipe. Ok. Ouais. Chez EcoStérile, pareil, même question. Voilà, il y a eu un boom, il a fallu s'adapter, mais maintenant, face à une situation qui est un peu plus sereine, on peut dire, on a du mal à parler d'après, je me tourne vers vous, Stéphane, mais un peu plus sereine, comment on envisage l'avenir? Peut-être d'abord rebondir sur le point soulevé par Timothée. On manque probablement en Wallonie et en particulier dans le Hainaut de fierté de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pu créer et qui permettrait à terme que finalement quelqu'un soit heureux d'acheter un masque Deltrian plutôt qu'un masque chinois, comme je pense que c'est le cas en traversant la frontière française. Pour avoir été dans certains supermarchés, le rayon Made in France est vide alors que celui Made in China est encore rempli. Vous expliquez ça? Probablement trop d'humilité, peut-être un peu une honte de la décroissance qu'il y a eu peut-être début du XXe siècle ou voilà. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment travailler, montrer qu'il y a des success stories, montrer que quelque chose est possible et qu'on donne cette fierté finalement qui donne envie à des entrepreneurs de se lancer et qui redynamise dans son ensemble la Wallonie.
Non, moi, je suis tout à fait d'accord sur ce point. Oui. On illustre, nous, avec Vous les avez sociétés. un nid de talent. On a plein de sociétés qui se développent. Oui. Certaines ont fait l'objet d'acquisition parce que, justement, elles étaient tellement attrayantes qu'elles ont été acquises et qu'elles sont aujourd'hui au centre de l'Europe. Elles ne se développent pas que pour la Belgique, mais elles ont un centre de développement pour l'Europe, voire au-delà. Et donc, c'est vrai, je suis complètement d'accord sur ce point. Même sur notre parc, tous ces succès ne sont pas forcément connus. Et moi, mon job, c'est aussi de faire connaître pour que les talents qui nous rejoignent, ils ont envie de rester. Ils se sentent fiers d'appartenir à une aventure, qui est une aventure collective. Un parc, c'est des sociétés qui travaillent aussi ensemble. C'est une humilité maladive, alors? Il y a un filtre pour ça, Timothée. Faut l'enlever, alors. Oui, c'est ça. Oui, et je crois que ça doit vraiment être un catalyseur de cette relance. Et pour vraiment capitaliser sur les forces qu'on a. Et nous, on est sur un secteur qui est quand même très, très porteur. Hein. Et un mot, Bertrand, aussi sur la revalorisation. Est-ce que cette crise a quand même permis de mettre en lumière des talents et des sociétés émergentes? En tout cas, cette crise a permis de mettre en lumière le rôle de la biologie. Et c'est clair, puisque la fabrication de vaccins, etc. Oui. Et donc tout ça était tellement abstrait avant. Oui. Là, d'un seul coup, on en avait besoin. Et la valeur, en fait, qu'apportent des produits comme cela oui. pour l'humanité, etc. Je crois que là aussi, ça doit donner envie à des personnes qui envisagent plusieurs carrières de rejoindre ce secteur. Et c'est vrai que moi, si je rejoins le secteur de la pharma et de la biotech, c'est parce qu'il y a des innovations qui, in fine, vont servir à la santé humaine. Hein. Et ça, c'est cette fierté de travailler sur un secteur porteur et humain, et en plus, avec beaucoup de succès ici en Belgique, devrait être un catalyseur de nouvelles vocations. Stéphane, vous aussi, vous sentez cette humilité maladive? Oui, oui. Elle est belge, elle est wallonne, elle est énuyère. Je pense que en termes de gradation, c'est malheureusement un peu ça. Et ça touche tous les secteurs. Hein. On a même dans nos hôpitaux, je pense qu'il y a des moments où le niveau d'ambition n'a pas été suffisant. Oui. Parce qu'on est un peu habitué dans la région à se satisfaire d'un niveau d'ambition intermédiaire. La Wallonie, historiquement, c'est pas de la haute technologie. La Wallonie, historiquement, c'est de l'industrie de base, c'est de l'industrie lourde. C'est donc des choses qui sont pas extrêmement pointues, pas extrêmement raffinées. Et j'ai l'impression que dans la culture et dans la mentalité, il faut très longtemps pour que ce shift se fasse. Mais je pense que dans les hôpitaux, on peut jouer ce rôle de manière significative. Parce qu'on est aussi, je vais le dire comme ça, excusez-moi, je vais mettre des guillemets, des énormes machines, mais voilà, le groupe Jolimont, c'est 1 demi-milliard de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on se rassemble avec les hôpitaux de la Louvière et les hôpitaux de Mons. On a créé l'Aura au mois de juin, et l'Aura, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, il y a combien d'entreprises en Wallonie qui font 1 milliard de chiffre d'affaires en étant purement wallonne? Je pense que c'est très très peu. Oui. Alors, certes, on est du non-marchand, mais on est un acteur économique majeur. Parce que dans ce milliard de chiffre d'affaires, il y a bien sûr tout ce qui est emploi, c'est une partie de l'utilisation, et l'autre c'est tout ce qui est achat, tout ce qui est consommation, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est construction. Là, on a peut-être une difficulté, c'est à la limite qu'on est trop gros pour beaucoup d'acteurs, et pour beaucoup d'acteurs proches et beaucoup d'acteurs wallons. Et là, nous, on a une difficulté, nos marchés sont trop gros souvent pour les entreprises wallonnes, n'ont pas la capacité de pouvoir fournir, et nous, on est très très contraint par l'obligation des marchés publics et de la mise en concurrence. Donc le prix n'est pas tout, mais le prix reste quand même un facteur relativement important. Et est-ce qu'on parle de relance avec vos collaborateurs? De quelle manière vous parlez de relance? Ça veut dire quoi dans le groupe? Alors dans le groupe, c'était 2 choses. Après la première vague, c'était retrouver un niveau d'activité normal. Normal, malheureusement non, oui. mais retrouver un niveau d'activité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent. Les médecins en Belgique, à l'exception des hôpitaux universitaires, ils sont indépendants, ils sont payés essentiellement en fonction de la prestation. Donc il y a eu là quelque part quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc la première chose c'était ça, c'est de dire maintenant qu'on peut réouvrir les portes aux patients non Covid et à l'activité qui n'est pas de l'activité strictement urgente, c'est comment est-ce qu'on fait pour quelque part laisser les patients revenir et les hôpitaux se remplir. Aujourd'hui, on est dans une phase qui est un petit peu plus compliquée parce que on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas récupérées, qu'on ne va pas récupérer tout de suite. C'est quoi? Je pense que c'est relativement simple à expliquer. Beaucoup de personnes âgées et très âgées sont décédées. Cette partie-là de l'activité hospitalière,
nos gériatres nous disent qu'on va probablement mettre 2 ou 3 ans avant de retrouver ce niveau d'activité-là. Ça veut dire que vous avez perdu une partie de votre clientèle? Ça veut dire qu'on a perdu une partie de notre clientèle. La clientèle la plus âgée, qui est une clientèle qui, par définition, est une clientèle qui est fortement consommatrice de soins. Mais on sait que ce n'est pas pour toujours. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 ou 3 ans? Comment est-ce qu'on peut proposer une sécurité? Vous avez la réponse? La réponse. Oui. Alors la réponse, elle passe partiellement, je pense, par... alors c'est parfois difficile de dire ça dans le milieu des entreprises en général, parce que nous sommes un secteur subsidié et on vit de l'argent de l'État et donc on vit de l'argent des citoyens. Mais je pense qu'on doit être aidé, comme d'autres secteurs, et on l'a été jusqu'à présent. Et je pense que c'est une des... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution? Il faut être aidé. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, il y a une solution qui passe par là, parce que aider, c'est la même chose que dans les autres secteurs, je pense. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire le parallèle, c'est à tenir le coup le temps qui est nécessaire. Oui. Quand on parle de passerelle et de choses comme ça, c'est ça que ça veut Le temps dire. que le Ça cycle veut pas dire, se remette en place. Le temps qu'un cycle puisse se reprendre, ça c'est sûrement. De dire aussi, et ça on l'a vu, et c'est vrai pour des stocks de masques ou autre chose, nous on a aussi quelque part un stock d'aide potentiel disponible. Donc comment est-ce qu'on fait pour assurer cette permanence? Comment est-ce qu'on fait? On sait maintenant que des choses comme ça peuvent arriver. On nous dit que prochaine pandémie n'est pas à exclure. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour que les hôpitaux soient prêts? Et pour que les hôpitaux soient prêts, il faut quelque part avoir cette capacité-là. Et puis, il y a tout ce qui se transforme. La télémédecine, en Belgique, on en parlait relativement peu. La téléconsultation, relativement peu. Ça a explosé pendant le confinement. Il va en rester quelque chose. Alors, ça va devoir être travaillé. C'est comme tout le reste du débat de société sur le présentiel ou pas le présentiel. Hein. C'est clair qu'un médecin que vous ne voyez jamais, ça ne va pas. Mais un médecin qui vous connaît bien ou qui vous voit de manière régulière, que de temps en temps la consultation se fasse à distance, tout le monde est gagnant dans ce genre de choses. Donc on va aussi transformer le métier qu'on connaît. Transformer le métier, on parle vraiment de se réinventer. Bertrand, là aussi au Bioparc, certaines sociétés ont dû se réinventer. Oui, tout à fait. Il y a des sociétés qui ont souffert de la même façon qu'à l'hôpital. Je pense à la société d'Institut Pathologie et de Génétique qui en fait fait des tests pour les hôpitaux, qui a dû se réinventer. Elle ne faisait pas ça avant. Elle faisait ça, mais en fait, le nombre de tests a baissé, parce que l'activité des hôpitaux a baissé. Et donc, pendant cette période-là, ils ont fait des tests Covid pour les hôpitaux qui n'avaient pas la capacité de faire tous leurs tests Covid. Et donc, ils ont pu amoindrir, en fait. D'accord. Et maintenant, ils repartent comme vous. Mais c'était momentané. Et voilà, après, ils reprennent leur activité. Ils reprennent leur activité, mais ça oblige effectivement à se dire que voilà, comment on peut développer nos activités. Donc, ils sont en train de se réinventer aussi. C'est ça. Et est-ce que d'autres sociétés dans le Bioparc, comme Deltrian, ont dû se réinventer et peut-être changer d'objectif, du coup, par après? Alors, il y a des sociétés qui ont commencé à s'intéresser aux nouvelles techniques, comme l'ARN messager. Donc, la société Universals, par exemple, a un projet très important dans le domaine, et donc qui n'avait pas avant. Donc, effectivement, ça leur a permis de trouver une autre encore activité à développer. Amélie, en préparant cette émission, vous aviez parlé à Lucie, qui travaille sur la préparation de cette émission. Vous lui avez parlé du fait que, par l'impossibilité de voyager, vos commerciaux ne bougeaient plus, vous avez un peu développé le business en Belgique? Oui, donc là, 2 aspects. Peut-être, c'est vrai qu'on a dû repenser totalement notre manière de prospecter à l'étranger, ça c'est sûr. On a eu des commerciaux qui avaient l'habitude de rencontrer 4, 5, 6 fois un prospect avant de conclure une vente. Et ça, on voit que dans le futur, ce mécanisme-là change. Donc le premier face-à-face va être nécessaire et important, mais qu'après on va pouvoir faire beaucoup à distance. On a pu avoir des visioconférences avec des ministres en Afrique, ce qui était impossible avant. On a même installé une machine à distance dans la bande de Gaza, quelque chose qu'on n'aurait pas pensé pouvoir faire après. Et les relais AWEX aussi ont été très précieux pour nous. Et donc là, on a vraiment senti une aide aussi au niveau parce que eux étaient sur place et pouvaient faire des recherches pour nous et étaient un peu notre relais, le relais des ambassades aussi. Donc on a vraiment appris à activer encore, on l'utilisait déjà, mais à activer encore davantage ce réseau-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un questionnement, une prise de recul aussi.
voilà, on a une niche à la croisée de l'environnement, de la santé, leader à l'international, hors de notre pays, mais c'est vrai qu'on souhaiterait davantage être présent sur le marché belge, et donc il y a eu quand même quelques contacts, notamment avec Jolimont, pour l'installation de systèmes comme on propose sur le marché belge, aussi avec des prestataires de services, et on sent qu'il y a cette volonté, en tout cas du marché, d'évoluer. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit leader en France, qu'on soit reconnu par l'Institut Pasteur, par les Nations Unies, par l'OMS, et que finalement, on ne soit pas davantage ancré ici. Ça, donc on en revient toujours à la même chose. Hein. Donc partout, vous êtes connu comme le loup blanc, mais en Belgique, moins. On est ici pour parler du futur, et je pense que ça changera. Timothée, vous vouliez réagir à ça? Je suis tout à fait d'accord. Oui. Il faut stimuler cette fierté nationale. Comme ça a été bien fait en France, il y avait un ministre qui s'occupait de cela tout un temps en France, qui portait les couleurs sur ses chaussures, ses cravates, ses lunettes de tous côtés, et qui travaillait vraiment à faire la promotion du Made in Belgium. Et je pense que c'est une démarche qui gagne à... On aura tous un coq demain. Oui, c'est ça. Comment vous envisagez l'avenir aujourd'hui? Est-ce que on n'a pas pu imaginer, on n'aurait jamais pu imaginer vivre ça, on est bien d'accord. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut dire que ça nous a peut-être fait bouger les lignes? Oui, c'était un accélérateur, rien qu'au niveau de la digitalisation, des choses qu'on devait mettre en place, qu'on procrastinait peut-être, et qui ont été accélérées. De notre côté, le CRM est bien efficace maintenant, alors que ça restait un concept il y a encore quelques années. On a parlé transformation digitale cette semaine, on a parlé transition écologique aussi. Est-ce que sur ces deux points-là, ça a bougé? Oui. Sur la transition écologique, il y a un facteur d'accélération majeur au niveau des hôpitaux. Oui. Il y a quelque chose qui s'est cristallisé. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est pour ça que je dis il y a plusieurs choses différentes qui à un moment se sont retrouvées au même endroit et qui ont permis d'interagir. Il y a tout un mouvement propre au secteur hospitalier lui-même au niveau international. Il y a tout un mouvement dans la gouvernance des entreprises qui pousse vers la durabilité et la responsabilité des administrateurs par rapport à cette durabilité. Et il y a un troisième mouvement qui, je pense, est venu de la conscience citoyenne qui a été augmentée au travers du confinement, des activités, du fait de réfléchir à un certain nombre de choses, un certain nombre d'aspects. On a reparlé de qualité de l'air, de choses comme ça. On vient de faire un dimanche en voiture à Bruxelles et dans quelques villes. Et puis les journaux titrent le lendemain en disant grosse amélioration de la qualité de l'air à Bruxelles. Oui. Vous regardez les dimanches en voiture, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il n'y a personne qui vous parlait de l'amélioration de la qualité de l'air. Donc il y a quelque chose qui... Bertrand? Oui, nous, c'est un peu différent puisqu'on était sur une croissance, donc ça n'a fait que confirmer la croissance. Je dirais que on sort plus fort aussi parce qu'il y a un projecteur plus important sur ces produits et notamment pour les financeurs. Donc les sociétés qui peuvent financer et qui ont envie de financer la santé, il y a plus en plus de fonds qui maintenant sont créés ou ont eu accès encore à des financements encore plus importants pour nos entreprises de demain. Donc il y a un vrai accélérateur là. Et ça commence... Pardon. Non, je crois qu'il y a une définition maintenant qui est peut-être différente de qu'est-ce qu'une entreprise à succès. Oui. Et finalement, c'est celle qui réussit aussi à intégrer le bien commun dans sa stratégie. Et on se rend compte que les sociétés, finalement, ont tout intérêt à le faire. Et ça, je crois qu'il y a une vraie conscientisation autour de ça, parce que celle qui... intègre ces éléments-là sera probablement plus résiliente en cas de crise. Elle va intégrer une vision plus long terme. Oui, probablement, oui. Elle va probablement aussi avoir, quand on définit une stratégie d'entreprise, c'est différent si on le fait sur 2 à 3 ans ou bien sur 10 ans. Et donc, il y a quand même un aspect plus pérenne de la société. Il y a un aspect aussi pour la rétention des talents, qui est crucial aujourd'hui. Si à la jeune génération, on ne leur donne pas du sens, ils ne savent pas pourquoi ils travaillent, c'est complètement différent. Il y a cette fable des tailleurs de pierre où on demande au premier des 3 tailleurs qui est en train de couper une pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je coupe une pierre. Le deuxième, il a l'air malheureux. Le deuxième, lui, a l'air plus ou moins heureux, mais il dit je construis un mur. Et le troisième est emballé, est motivé et dit je construis une cathédrale. Les gens ont besoin de cette vision, de savoir pourquoi ils travaillent, et en particulier la génération aujourd'hui. Mais moi, je suis complètement d'accord là-dessus, et pour moi, c'est une priorité, c'est effectivement promouvoir des services sur place qui
aide finalement à la qualité de travail des personnes, qui leur donne la fierté d'être là, et qui ont envie de rester, quoi. Donc c'est très important, je pense. Allez, on va continuer à parler de ça dans la dernière partie de cette émission. Une entreprise plus résiliente, peut-être, pour attirer plus de talents. La Belgique se relance juste après la pub. À tout de suite.